Ok, donc on se retrouve pour corriger cette copie de dissertation. Dissertation sur les finances publiques. Et donc ça va nous permettre de regarder un petit peu les erreurs qui ont pu être faites ou les bonnes choses qui ont pu être faites. Si je propose ce format, c'est simplement parce que euh, à la fois en tant que correcteur et en tant qu'étudiant, j'ai l'impression qu'il y a une forme de frustration du point de vue du correcteur, ben, de ne pas pouvoir mettre euh, en commentaire tous les axes d'amélioration qu'on identifierait à la lecture de la copie, parce que sinon ça prend beaucoup trop de temps et quand on a un paquet de copies d'une trentaine de copies, ben c'est très difficile de faire des retours détaillés pour tout le monde, même si moi j'essaie de m'y tenir au maximum en réduisant le volume des copies que je demande à corriger. Et par ailleurs, pour l'étudiant, enfin, c'est ultra difficile de s'améliorer quand on a un retour très laconique de 2 lignes qui dit oui, le sujet est compris, mais il y a encore des points de méthode à améliorer. Et quand on regarde la copie, on n'a pas vraiment de pistes d'amélioration concrètes. Donc j'ai créé ce format simplement pour que tout le monde se rende un peu compte de ce qu'il y a dans la tête d'un correcteur quand il lit une copie, de ce qui peut être fait de bien ou de moins bien, et pour que ça vous aide à progresser. Donc en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos copies à l'adresse dans la description de la vidéo. Et là, on commence avec la copie qu'un étudiant m'a envoyée. On va maintenir l'anonymat de cet étudiant sur la troisième épreuve du concours de l'EHESP en finances publiques, donc un sujet qui porte sur les collectivités territoriales. L'intitulé étant «Les collectivités territoriales sont-elles responsables de la dérive des finances publiques?» Et donc, simplement pour mémoire, cette épreuve de l'EHESP, c'est une épreuve de dissertation accompagnée d'un dossier. Donc là, pour pas trop prendre de temps, je vous montre pas le dossier, mais il est accompagné de plusieurs documents qui permettent de construire la réflexion. Mais vous pouvez m'envoyer aussi des copies de droit constitutionnel, de droit public au format note, idéalement des sujets d'anal que vous auriez fait. Et moi, je me ferai un plaisir de les corriger ou en économie également. Et du coup, on est parti pour cette dissertation donc, sur les collectivités territoriales sont-elles responsables de la dérive des finances publiques? Et on va lire un petit peu ligne à ligne tout ce qui a été proposé par l'étudiant en question. Et puis on lui fera un retour pour l'aider à progresser dans sa préparation. Alors moi en tant que correcteur, ce que j'aime bien faire en tout premier lieu, c'est simplement regarder si la copie est finie, si les parties me semblent équilibrées, si il n'y a pas de souci de forme, de mise en page dans la copie. Euh, Ça me permet simplement de savoir si je vais devoir passer beaucoup de temps à corriger cette copie ou ben, une copie non terminée, par exemple, je vais passer beaucoup moins de temps parce que je vais me dire, bah ok, la personne m'a fait une grande première partie, une grande deuxième partie, mais finalement, c'est pas aussi complet que ce que j'attendais en lisant. Et puis après, on se retrouve sur une page qui tout d'un coup devient blanche. Donc là, la copie a l'air terminée et ça a l'air assez équilibré. Sachant que pour cette épreuve, je crois que vous avez 4 heures, ce qui est pas super long, mais ce qui laisse assez de temps. Et de manière générale, moi, ce que je recommande pour une dissertation, c'est de taper entre 8 et 10 pages. Là, on est à 8 pages, je crois. Donc ce qui est tout à fait, voilà, 8 pages bien complètes, ce qui est tout à fait convenable. Donc voilà, ça laisse augurer au moins sur la forme d'une copie à un niveau assez bon, mais ça ne préjuge en rien de ce qui est du fond de cette copie. À l'occasion, donc je vais juste me rappeler le sujet, les collectivités territoriales sont-elles responsables de la dérive des finances publiques? Là, ce que je veux attendre, c'est qu'on me parle, ben voilà, c'est quoi les collectivités territoriales? Est-ce qu'on va me parler aussi des administrations publiques locales? Qu'est-ce que la différence entre collectivité territoriale et administration publique locale?
C'est quoi la dérive des finances publiques? Qu'est-ce qu'on appelle la dérive des finances publiques? C'est quoi être responsable de la dérive des finances publiques? Est-ce que c'est euh, parce qu'on on dilapide de l'argent public? Qu'est-ce qui encadre l'engagement de crédit par les collectivités territoriales? Qu'est-ce qui encadre leurs ressources? Quelles sont les nouvelles mesures qui ont été présentées pour ce sujet? Quelles sont les limites de ces mesures en PLF 2025? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire à plus long terme pour permettre aux collectivités territoriales de participer à la réduction du déficit public? Euh, je pense que le piège, c'est de faire une copie uniquement centrée sur les collectivités territoriales et ne pas s'intéresser sur le contexte plus général de dégradation des finances publiques. Mais bon, on va voir ce que nous propose l'étudiant en question et on va commencer tout de suite. Alors, à l'occasion de la présentation du projet de loi de finances 2025, en octobre dernier, le Premier ministre Michel Barnier avait souhaité faire porter aux collectivités un effort financier de près de 5 milliards d'euros pour contribuer au redressement des comptes publics. Ok, face à la résistance des élus locaux, son successeur a préféré réduire cet effort à hauteur de 2 milliards d'euros dans la version adoptée par le Parlement en début d'année 2025. Euh, ok, bon, en termes d'accroche, c'est pas mal. Euh, ce que j'aime bien faire dans une accroche, c'est rappeler les termes du sujet. Donc, responsable de la dérive des finances publiques, je l'aurais bien mis à la fin. Euh, euh, Ce que je faisais souvent, moi, c'était cet élément d'actualité rappelle que il y a des interrogations autour de la responsabilité des collectivités territoriales dans la dérive des finances publiques. Voilà, ça mange pas de pain et ça montre au correcteur qu'on rentre vraiment dans le sujet. Et par ailleurs, séparer bien l'accroche du reste. C'est juste de la forme, mais au moins faites un alinéa pour pouvoir être euh, un peu plus clair dans la présentation. Euh, le problème que je vois ici, alors c'est pas vraiment un problème, hein, parce qu'il y a des bons éléments de connaissance et d'actualité, c'est plutôt dans le style où on parle de résistance des élus locaux et de son successeur. En fait, le style est un peu à la limite de la note administrative, enfin à la limite du style administratif. Euh, c'est à mi-chemin entre l'administratif et le journalistique. Euh, D'ailleurs, sur le site lacole.fr, j'ai créé un nouveau module qui vous permet d'identifier des phrases journalistiques et de vous aider à améliorer votre style administratif. Donc, vous pouvez aller le tester, il est totalement gratuit. Euh, et là, j'aurais plutôt mis un truc autour enfin pas de la résistance, mais plutôt face aux réticences suscitées, ou bien plutôt insister sur néanmoins la phase de dialogue parlementaire a conduit à réduire cet effort à hauteur de 2 milliards d'euros. Euh, et puis, encore une fois, rappeler ce contexte plus général de la responsabilité des collectivités territoriales, ou simplement rappeler le contexte général de euh, la volonté du gouvernement de faire peser sur l'ensemble des sous-secteurs d'administration publique euh, la, euh, la charge ou la responsabilité de la réduction du déficit public d'ici 2029, conformément au plan structurel de moyen terme. Les administrations publiques au sens de Maastricht recouvrent les administrations publiques centrales, donc les APUC, les administrations de sécurité sociale ASSO, et les administrations publiques locales APUL. Bon, ça mange pas de pain de rappeler ça, et c'est bien de raisonner toutes APUC de manière générale en finances publiques. Néanmoins, là, enfin, ça arrive un peu comme un cheveu sous la soupe, sur la soupe, donc il faut essayer de faire une phrase de transition euh, entre l'accroche et les définitions. Et surtout que là, en fait, on voit pas bien pourquoi on parle des administrations publiques au sens de matrice. Enfin, pourquoi on nous définit ça? C'est quoi le lien avec le sujet? Euh,
Là, j'aurais plutôt présenté les choses de la manière suivante en disant, hem, c'est, enfin, ce que je vous disais, essayer de le rattacher au sujet. Cet exemple rappelle que les collectivités territoriales, ont leur part à prendre dans la réduction du déficit public. Ces dernières font partie des administrations publiques au sens de Maastricht, avec les APUC et les assos. Enfin, un truc comme ça, pour bien montrer, enfin, pour pas qu'il y ait d'interruption dans la lecture pour le correcteur. Ces dernières représentent les différentes strates de collectivités territoriales, communes et leurs groupements, départements et régions, ainsi que les organismes divers d'administration locale. D'accord? Alors que le redressement des comptes publics apparaît comme une nécessité de plus en plus pressante, bah, là vous auriez pu rappeler les objectifs et puis le contexte, enfin les objectifs de réduction du déficit à l'horizon 2029 et puis le contexte de procédure pour des déficits excessifs dans laquelle la France est entrée l'été dernier. La place des dépenses locales dans l'ensemble des dépenses publiques est indéniable. Ok. Alors, attention, hein, parce que euh, la dérive des finances publiques, c'est une dérive en dépenses, mais aussi en recettes. Enfin, j'aime pas trop le terme de dérive, mais la dégradation, elle est pas uniquement en dépenses, même si pour ce qui est des collectivités territoriales, bien entendu, il y a un gros sujet sur les dépenses. À ce titre, il semble nécessaire de faire partager l'ensemble des acteurs publics au redressement des finances de la France, notamment le bloc des administrations publiques locales. Pour autant, il apparaît que l'accroissement du déficit public se développe surtout sous l'impulsion des APUC, qui représentent à elles seules 157 milliards d'euros de déficit. Dans le même temps, les APUC présentent un déficit de 10 milliards d'euros, tandis que les ASSO présentent un excédent de 13 milliards sur 2023. Alors attention, parce que c'est les limites de raisonner en solde aussi. Enfin, voilà, il faut jongler avec le solde et les dépenses. Si les APUC ont un tel déficit, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de transferts, notamment vers les APUL. Donc ça, vous auriez pu le rappeler. Euh, et par ailleurs, les assos, il faut bien distinguer les assos, y compris CADES et hors CADES. Parce que hors CADES, on est plutôt sur un déficit des assos. Donc en fait, ce 13 milliards d'excédent est assez trompeur et c'est pas le signe d'une bonne gestion. Enfin, je veux dire que c'est pas forcément le signe d'une bonne gestion des administrations de sécurité sociale. Euh, Par ailleurs, attention à quand même bien problématiser hein, ce sujet où là on vous demande pas qui doit participer au redressement des finances publiques, même si c'est un des sous-jacents à la question, mais plutôt est-ce qu'elles sont responsables. Donc il y a vraiment une question de diagnostic qui vous est posée ici, et là dans cette copie, euh, vous vous parlez à aucun moment de la responsabilité. C'est important dans une dissertation de vraiment s'interroger sur les termes du sujet, et là vous le mettez pas vraiment en évidence, et je vous dis ça parce que je pense que c'est une erreur que font beaucoup de candidats, et au moins vous ferez cette erreur, au plus vous vous distinguerez facilement, et au plus votre note décollera. Donc là, vous vous privez de points assez facilement. Et au regard de ces premiers éléments qui offrent une vision d'ensemble des comptes publics et de leur évolution, il apparaît pertinent de s'interroger sur la place que les collectivités ont à prendre dans le redressement des finances publiques. Alors encore une fois, c'est intéressant, mais voilà, c'est c'est pas ce qui vous est demandé en premier dans le sujet. Donc attention à bien rattacher votre introduction au terme du sujet. Dès lors, dans quelle mesure les collectivités sont-elles appelées à prendre part à l'effort de redressement des comptes publics sans oblitérer leur capacité d'investissement si nécessaire dans le développement économique local et la transition environnementale. Alors, pourquoi pas? C'est, en fait, je pense que c'est une assez bonne problématique avec des éléments assez bons de, de réflexion. Néanmoins, euh, ces éléments d'oblitération, comme vous dites, de capacité d'investissement, euh,
Bah, ils arrivent aussi, encore une fois, comme un cheveu sur la soupe. Et ça, en fait, on aurait bien aimé le voir en partie de problématisation. Donc, dans un paragraphe juste avant, en disant, bah, d'un côté, les collectivités territoriales ont, je sais pas, des dépenses très dynamiques, etc. Donc, faut regarder les dynamiques d'évolution de ces dépenses. Mais d'un autre, néanmoins, ce dynamisme s'explique également par des facteurs conjoncturels, et notamment le fait qu'on soit en fin de cycle de l'investissement local. Il s'explique aussi par des facteurs structurels, à savoir la nécessité pour les collectivités territoriales de procéder à des investissements, en particulier pour le développement économique ou la transition environnementale. Par ailleurs, je suis pas hyper fan de si nécessaire dans le développement économique local et la transition environnementale. Enfin, encore une fois, c'est à la limite du journalistique. Euh, Essayer de bien travailler ces problématiques pour faire quelque chose d'assez sobre et, euh, et de vous écarter le plus possible de ce style un peu journalistique. Là, vous auriez pu faire quelque chose de plus neutre en disant euh, euh, dès lors, les collectivités territoriales peuvent-elles participer au redressement des finances publiques françaises sans pour autant euh, réduire leurs investissements, euh, euh, réduire les investissements nécessaires au développement économique local ou à la transition écologique. Un truc comme ça, mais la formulation en si nécessaire, je suis pas archi fan, quoi. Si dans l'effort de redressement des comptes publics, les collectivités sont des acteurs à part entière qu'il est nécessaire de mobiliser, il n'en demeure pas moins qu'elles font déjà l'objet d'une surveillance spécifique et qu'il pourrait toutefois être nécessaire de renforcer dans l'objectif d'un meilleur pilotage des finances publiques. Euh, c'est pas trop mal présenté. Après, en fait, à la lecture de cette annonce de plan, j'ai peur que vous passiez à côté d'un point du sujet qui est: sont-elles responsables de la dérive des finances publiques? Et enfin là, l'un des points du sujet, à mon sens, c'est de s'interroger sur le diagnostic. Quel diagnostic on porte? Est-ce qu'elles sont vraiment responsables? Si oui, pourquoi? Est-ce que c'est conjoncturel et c'est juste parce qu'on est en haut de cycle de l'investissement? Ou est-ce que c'est structurel et parce qu'il y a des dépenses qui sont pas efficaces au niveau local? Là, à aucun moment vous vous interrogez sur l'efficacité de la dépense. Euh, Vous ne parlez pas vraiment de l'encadrement des dépenses locales. Vous auriez pu évoquer le cas de la loi de programmation des finances publiques qui prévoyait un objectif à ce titre. Euh, il y a pas mal d'éléments de diagnostic qui sont un peu manquants, et j'ai peur que votre copie rentre trop directement dans les pistes de solutions, et notamment dans la mobilisation des collectivités territoriales à la réduction euh, du déficit public, et sans accorder une part suffisamment significative au sujet qui est sont-elles responsables, qui pour moi, dans un sujet comme ça, devrait faire l'objet d'une première partie à minima, et puis après, dans une deuxième partie, c'est là où vous vous interrogez sur la question de leur participation à la réduction du déficit public. Néanmoins, il y a de bons éléments dans cette introduction, c'est assez sobre, vous écrivez dans un style assez clair, et on voit qu'il y a un effort de problématisation quand même, mais modulo tous ces facteurs-là, voilà, je pense que vous auriez pu gagner quelques points en plus, mais bon, on va voir ce que vous nous proposez dans la suite de cette copie. Alors, première partie. Dans un nécessaire contexte de redressement des finances publiques, les collectivités doivent participer à un effort collectif à pérenniser. Alors voilà, encore une fois, c'est ce que je vous dis. Le sujet, c'est: les collectivités territoriales sont-elles responsables de la dérive des finances publiques? Et là, on parlait des collectivités.
mais vous ne réutilisez pas les termes de responsable et de dérive des finances publiques. Alors, à la limite, sur la dérive des finances publiques, vous parlez du contexte de redressement des finances publiques, mais la question de la responsabilité, du diagnostic autour de la responsabilité des collectivités territoriales, pour moi, elle n'est pas vraiment présente dans ce type de première partie. Donc c'est vraiment un peu dommage. Envoyez comme ça des signes à votre correcteur que vous êtes en mesure de réfléchir et de vraiment faire honneur à son sujet, et ça vous sera bénéfique sur vos copies, ça vous fera gagner des points. Alors, on va voir les titres de parties. L'idée de ce format, c'est aussi que je vous montre comment je procède. La France fait face à une situation budgétaire inédite. Ça, c'est le A et le B. Alors que leurs marges de manœuvre se réduisent, les collectivités territoriales prennent part au redressement des comptes publics. En fait, là, le problème que je vois, c'est ici, d'un côté, vous allez parler de la dérive des finances publiques, et d'un autre, vous allez parler des collectivités territoriales. Et dans une dissertation, on aime bien quand tout est présent, mais dans toutes les parties. Et là, ce que je vous disais, un indicateur, c'est que là, vous ne parlez pas de la responsabilité des collectivités territoriales. Et c'est dommage parce que, à peu de frais, vous aurez pu dire la France fait face à une situation budgétaire inédite, en partie expliquée par le dynamisme de la dépense locale. Et donc, en fait, en première partie, en première sous-partie, là, l'équivalent de votre 1, vous auriez dit, en sortie de crise, la France fait face à une situation budgétaire inédite qui s'explique par ça, ça, ça. Et en 2, vous dites, dans ce contexte, les collectivités territoriales ont également une responsabilité dans la dégradation du solde public au sens maastrichtien, en développant et en détaillant des éléments, que ce soit du fonctionnement ou de l'investissement local, qui expliquent cette dégradation des finances publiques. La France se trouve dans une situation budgétaire inédite qui impose aux collectivités de prendre part à l'effort, même que leurs marges de manœuvre se réduisent. Alors, voilà, encore une fois, en fait, vous tranchez pas le débat, parce que vous dites oui, c'est la France qui est dans une situation budgétaire inédite, sans nous dire si c'est de la responsabilité ou non des collectivités territoriales. Ce que vous dites, c'est juste que il se passe ça, et par conséquent, les collectivités territoriales doivent doivent prendre part à l'effort. Alors, la France fait face à une situation budgétaire inédite. Pour respecter les engagements européens, ces engagements européens, la France doit se doter d'objectifs clairs. Voilà, sur les deux premiers titres, il faut vraiment monter en précision sur ce que vous voulez dire, parce que là, c'est à la limite, la première partie, on voit vers où vous allez, mais se doter d'objectifs clairs, en fait, on ne sait pas comment vous le reliez au sujet, comment vous le reliez à votre problématique, et c'est un peu dommage. Le risque, c'est que cette partie soit un peu de la récitation de cours, et c'est absolument pas ce qu'on vous demande en dissertation. Alors que les règles européennes fixées dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance lors du sommet d'Amsterdam en 1997, puis renforcées en 2012, avaient été levées pendant la crise sanitaire, le Conseil européen, dans un premier temps en février 2024, puis le Parlement en avril, ont validé de nouveaux engagements européens. À ce titre, la Commission a ouvert la procédure de déficit excessif à l'encontre de la France et de 7 autres pays simultanément. Attention à ne pas mélanger la réforme des règles européennes avec la procédure de déficit excessif. La nouvelle entrée en vigueur de ces règles européennes. Il y a des règles européennes qui ont été nouvellement votées en 2024. Il y a eu une réforme de ces règles européennes. Et en parallèle, la France a été est entrée en procédure de déficit excessif.
Enfin, attention à pas tout mélanger parce que ça donne pas des bons signaux à votre correcteur sur votre compréhension de la matière. Et par ailleurs, encore une fois, comment est-ce que vous rattachez ça au sujet? Faites bien attention, vos premières phrases, elles doivent, euh, elles doivent généralement reprendre les termes du sujet ou exposer très clairement les arguments que vous allez présenter dans vos copies. Là, c'est des éléments de connaissance que vous présentez et pas un argument. Une copie, c'est un argument, ensuite vous développez et ensuite vous donnez des exemples. Euh, et voilà, ce qui me fait tiquer, c'est le as-titre qui est pas vraiment en lien avec les nouveaux engagements européens, ou du moins la réforme du pacte de stabilité et de croissance qui a été mise en place en 2024. Dès lors, obtenant un délai supplémentaire, le gouvernement a toutefois dû présenter, alors attention à l'orthographe, à la Commission européenne un plan budgétaire et structurel de moyen terme. Obtenant un délai supplémentaire. Je vois pas à quoi vous faites référence sur le délai supplémentaire. Donc là, c'est un premier élément où on voit qu'en termes de connaissances, c'est peut-être un peu fébrile sur certains points. Pour la période 2025-2029, afin de réduire le déficit public pour atteindre les 3% d'ici 2029. Mais par ailleurs, vous ne parlez absolument pas des nouvelles règles européennes et de ce nouvel indicateur de dépenses primaires nettes qui est au cœur de ces nouvelles règles. Si la Commission européenne a validé le PSMT, le Haut Conseil des finances publiques, dans son avis rendu le 26 octobre, alors là je crois que soit à la saisine du gouvernement, non obligatoire avant 2032 par ailleurs, avait pointé des hypothèses de croissance optimistes. Dites pas pointer, dites souligner plutôt. Cela a été confirmé d'une certaine manière lors de l'adoption du PLF en début d'année 2025, qui retenait un objectif de déficit à 5,4%, l'objectif de 5% dans le PLF présenté en octobre 2024. Le gouvernement Barnier. Je vois à peu près ce que vous voulez dire, mais après le PSMT, c'est sur la trajectoire de 25 à 29. Et est-ce que pour vous, la dégradation de cet objectif, elle s'explique uniquement par une croissance moindre? De mémoire, la croissance qui a été présentée au sein du PSMT et la croissance qui a été présentée pour le PLF révisé du gouvernement Bayrou sont pas trop éloignées. Et la dégradation de 5 à 5,4, c'est plutôt une question de différentes mesures qui ont été adoptées en débat parlementaire pour réduire certaines ambitions. Après, il n'est pas impossible que je me trompe et oui, je vous l'accorde, il y a eu une révision de cette croissance par le gouvernement dès son installation, pardon. Mais en fait, c'est plutôt un sujet que vous auriez pu relier à l'avis du HFP, plutôt sur le PLF du coup. C'est pas mal, il y a pas mal d'éléments, et c'est bien, je pense, de rappeler ce contexte européen. Néanmoins, on a un peu l'impression que vous récitez parfois. Donc c'est un peu dommage. Et par ailleurs, vous, 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 vous parlez pas vraiment des raisons de la dégradation des finances publiques. Vous faites simplement une présentation des différents objectifs,
Et enfin, je vois pas le lien avec la France doit se doter d'objectifs clairs. Enfin, comment est-ce que vous reliez votre titre avec votre paragraphe? C'est pas forcément super clair. Et on sent que vous avez eu un peu de mal peut-être sur cette partie Enfin, on sent que vous voulez présenter ce contexte parce que vous savez que vous devez le présenter, mais vous avez du mal à le rattacher au sujet et à le faire de manière un peu astucieuse pour à la fois parler du contexte, mais en même temps le réancrer dans le sujet. Donc je pense que la question du PSMT, etc., c'était le bon angle à adopter. Néanmoins, vous auriez pu, je pense, parler un peu plus du passé et de ce qui s'est passé à la suite de la crise sanitaire et du déclenchement de la guerre en Ukraine et du fait que ça avait considérablement conduit à une dégradation considérable de nos finances publiques. Donc voilà, c'est une partie qui est pas mauvaise, mais qu'on a encore un peu de mal à rattacher au sujet et surtout à l'idée que vous voulez défendre ici. Notamment sous l'effet de la crise sanitaire, les administrations publiques ont connu un véritable ralentissement de leur marge de manœuvre. Alors, est-ce qu'on peut parler de ralentissement des marges de manœuvre? Enfin, d'un point de vue juste sémantique, je sais pas, peut-être une réduction de marge de manœuvre. Et là, c'est pas mal parce que bon, vous entrez déjà un peu plus dans l'analyse, donc c'est pas mal. Avec une dette publique qui a dépassé les 3 000 milliards d'euros, soit près de 110% du PIB, le solde des administrations publiques s'est continuellement dégradé ces dernières années. Sous l'impulsion des mesures exceptionnelles mises en place en réponse à la crise sanitaire de la Covid-19, puis à la suite de la vague inflationniste provoquée par les tensions géostratégiques, le déficit public s'est continuellement creusé, notamment depuis 2020. Bon, là, vous dites à peu près la même chose, sans donner d'exemple, si ce n'est Covid-19 et guerre en Ukraine. Ce qu'on veut ici, c'est surtout que vous nous parliez de dispositifs. Par exemple, je sais pas, le chômage partiel, combien ça a coûté pendant la crise Covid. Le bouclier énergétique, combien ça a coûté au total. Ça, c'est des éléments qui vont vous permettre de vous distinguer en étant plus précis dans les connaissances que vous mobilisez. Alors, pour mémoire, ces mesures représentaient 70 milliards d'euros en 2020. Ok, bon, là vous connaissez bien votre cours, ou bien c'était dans les documents. Néanmoins, précisez les dispositifs dont il a été question. Ça mange pas de pain et ça vous montrera ça montrera à vos correcteurs que vous avez une bonne connaissance de la matière. Alors, les APUC ont porté une grande partie de ces mesures de soutien nécessaires ES au maintien d'une activité et de la relance économique du pays. Dans le même temps, les recettes publiques ont connu un net ralentissement, ce qui n'a que renforcé le besoin de financement des administrations publiques, au premier rang desquelles les APUC. Alors encore une fois, votre raisonnement est un peu limité parce que les APUC, elles font des transferts vers les autres sous-secteurs d'administration publique. Et donc, c'est un peu erroné de faire porter la seule responsabilité aux administrations publiques centrales. Et voilà, par ailleurs, dans cette première partie, alors que votre sujet entier porte sur les collectivités territoriales, à aucun moment vous les mentionnez. Là, ça peut clairement vous être reproché. Donc au total, c'est une première partie qui pose à peu près le contexte, ce qui est bien, mais qui rentre pas suffisamment dans le sujet. Et là, ce que vous auriez pu faire, c'est simplement reprendre certains éléments qui étaient ici et indiquer dans une deuxième partie si les administrations publiques centrales portent une grosse part de la responsabilité de la dégradation des finances publiques. Enfin, par exemple, si c'est votre idée, les collectivités, il n'en demeure pas moins que les collectivités territoriales ont également une forme de responsabilité à ce titre. Et là, vous aviez un A qui tourne et qui était dans le sujet. Donc, je pense que vous êtes un peu limite sur cette première partie, et ce qui est dommage. Mais bon, on va voir ce que vous proposez dans la seconde sous-partie pour voir si ça permet de rattraper le tout.
Alors que leurs marges de manœuvre se réduisent, les collectivités territoriales prennent part au redressement des comptes publics. Ok. Euh, En fait, ce qui me gêne avec ce titre, c'est que si leurs marges de manœuvre se réduisent aux collectivités territoriales, c'est aussi parce qu'elles contribuent à dégrader les comptes publics. Et il n'y a pas forcément d'opposition entre les deux termes. Euh, on va voir comment vous déclinez ça. Une situation budgétaire qui se dégrade pour les collectivités. Malgré ces conditions, les collectivités participent d'ores et déjà au redressement des comptes publics. En fait, c'est comme si vous disiez que... Enfin, il faut pas mélanger... Enfin... Il y a un truc qui... Il y a des interactions entre les deux qui sont pas bien explicitées. La situation budgétaire qui se dégrade des collectivités, c'est aussi de leur fait. Enfin, pour certaines, c'est lié à la dynamique de certains impôts ou à la dynamique de certaines prestations. Mais pour d'autres, c'est juste lié au fait que elles dépensent beaucoup, elles investissent beaucoup, et aussi au fait que elles ont l'argent pour dépenser, pour investir. Donc c'est pas forcément ultra précis. Enfin, j'aurais pas forcément présenté les choses comme ça, mais bon, on va voir ce que vous proposez dans cette partie. Donc, alors que les collectivités territoriales avaient connu une légère phase excédentaire suite à la crise sanitaire, on dit plutôt à la suite d'eux, il apparaît que le solde des collectivités redevient déficitaire à partir de l'année 2023. Ok. Bon, je vais finir de lire et puis après je vous dis ce que j'en pense. En cause des dépenses locales qui augmentent plus vite que les recettes et des consommations intermédiaires qui augmentent du fait de l'inflation. Certaines recettes telles que la DMTO, donc c'est plutôt les DMTO, pour les départements ont connu un net recul. Là, il faudrait mettre un chiffre dans l'idéal et une date de comparaison, parce que ça veut pas dire grand chose de dire que ça a connu un net recul par rapport à quoi, de combien, quand, etc. Du fait de la montée des taux directeurs et donc du resserrement de l'accès au crédit. Ok, ouais, très bien. Enfin, c'est plutôt de la dégradation générale du climat des affaires sur le marché immobilier. Si le bloc communal subit moins cette dégradation des comptes locaux, notamment par la possibilité de moduler le taux d'imposition de la TFPB, les départements et les régions subissent plus grandement cette dégradation de leurs finances. Bon, ça c'est pas totalement vrai, mais on va y revenir. Ces besoins de financement sont liés notamment aux revalorisations successives du point d'indice et des effets de structure de la masse salariale des collectivités. Bon. Il y a pas mal d'idées intéressantes. Mais en fait, le premier problème que je vois, c'est que vous mélangez trop les différentes strates, alors qu'il y a bon, c'est bien de raisonner par strates de collectivités différentes, mais là, il y a des histoires qui sont quand même assez différentes entre les différentes collectivités. Vous ne parlez pas des effets de cycle, et notamment pour ce qui est du bloc communal, de l'effet du cycle de l'investissement. Et d'ailleurs, vous auriez pu distinguer entre fonctionnement et investissement et indiquer que le bloc communal, si cette situation financière se dégrade, c'est notamment parce que l'investissement se dégrade, même s'il y a aussi des questions de dépenses de fonctionnement qui sont liées, comme vous le dites, à l'inflation ou bien aux mesures transversales décidées dans le cadre des revalorisations du point d'indice, donc des mesures sur la masse salariale.
Par ailleurs, je trouve que vous mélangez peut-être un peu trop euh, dépenses et recettes. Et dans votre copie, on aurait peut-être apprécié que vous structuriez un petit peu plus l'aspect recettes et l'aspect dépenses pour in fine commenter le solde entre les deux. Parce que le bloc communal aussi, ce qui le caractérise, c'est qu'il y avait euh, de forts excédents pendant quelques années, notamment à la suite des contrats de Cahors, et que par conséquent, il y avait une trésorerie disponible. Mais que néanmoins, aujourd'hui, cette trésorerie, elle est en train d'être décaissée, ce qui dégrade le solde des collectivités et donc le solde public. Par ailleurs, euh, en fait, si on lit tout ça avec le sujet, les collectivités territoriales sont-elles responsables de la dérive des finances publiques? Là, c'est comme si vous tranchez pas directement, mais vous ôtiez toute responsabilité des collectivités territoriales dans la dégradation des comptes publics. Euh, alors, je ne dis pas que les collectivités sont à 100% responsables de cette dégradation, mais il y a aussi des choses qui font que, on peut dire que les collectivités territoriales contribuent à dégrader le solde public, objectivement, parce que leurs dépenses augmentent plus vite que l'inflation, parce qu'elles ne respectent pas totalement l'objectif qui est fixé par la LPFP de dépenses de fonctionnement qui diminueraient en volume, etc. etc. Donc il y avait pas mal de billes que vous pouviez mobiliser, et donc c'est une partie qui est un peu en décalage par rapport à ce qui est demandé dans le sujet, mais on va quand même poursuivre. Malgré ces conditions, les collectivités participent d'ores et déjà au redressement des comptes publics. Dans le groupe de travail sur la maîtrise des dépenses locales, oula, là vous remontez à 2010, les travaux avaient été utilisés pour démontrer que le principal déterminant de la dépense locale était la ressource publique QE. Oui, c'est assez vrai. Je connaissais pas ce truc, j'irai voir. Tu as supposé que ces conclusions aient été largement partagées puisque les récents et successifs annulations de crédits en direction des collectivités territoriales aient été actées. Alors là, votre phrase, elle va pas. Et par ailleurs, encore une fois, il faut donner des exemples. Bon, je vois que là, vous en donnez, mais faut éviter de dire que donner ces effets de style où on donne l'impression qu'il y a une suraccumulation de réduction des crédits alors que c'est pas totalement vrai. Et d'ailleurs, vous ne présentez pas les principales masses financières à destination des collectivités territoriales qui sont les transferts de l'État, puisque là, vous ne parlez que de la fiscalité. Vous pouvez penser à la dotation globale de fonctionnement, à plein de différentes dotations qui sont fléchées vers les collectivités territoriales, au transfert de la mission RCT. Donc voilà, il y avait plein de billes que vous pouviez mobiliser, que là vous ne mobilisez pas. Mais c'est bien de raisonner sur l'effet des recettes sur les dépenses et donc sur le solde. En exemple, le fonds vert créé pour accélérer la transition écologique dans les territoires a connu directement plusieurs coupes successives. Attention, relisez-vous bien dans vos copies, parce que là j'aurais enlevé, je pense, un point, juste parce que j'ai vu trop de fautes d'orthographe ou d'accords ou de phrases, de syntaxe. Donc faites bien attention, parce que, en fait, et si vous perdez sur un concours en 5 jours, si vous perdez un point le premier jour, puis le deuxième jour, puis le troisième jour, juste à cause de l'orthographe, à la fin vous pouvez jouer votre admissibilité. Donc faites vraiment bien attention à ça, c'est trop bête d'être si proche du but et voilà, de passer à côté de son admissibilité ou de son admission parce qu'on n'a pas relu ses copies. L'Association des maires de France, notamment par la voix de son premier vice-président et président, a plusieurs fois pris la parole au cours de l'année 2000.
2023, donc au cours des années 2023 et 2024, pour dénoncer les suppressions de crédits alloués dans le cadre de l'enveloppe du fonds vert. Bon, là vous dites à peu près la même idée, et vous donnez pas d'éléments chiffrés. Il est aussi important de noter l'évolution de la DGF qui ne suit pas l'inflation et qui représente de fait un décrochage pour les comptes locaux. Pareil, il a donné des éléments chiffrés sur c'est combien la DGF, comment elle a évolué ces dernières années, à quel moment elle a été réduite, gelée, etc. Et là, pour le coup, vous ne montrez pas nécessairement que les collectivités participent d'ores et déjà au redressement des comptes publics, quoi. Moi, je vois pas de preuve de ce que vous avancez. Et donc, en conséquence, si on regarde la totalité de votre partie, je dirais qu'elle est un peu en décalage avec le sujet et que j'ai l'impression que vous êtes quand même un peu limité sur certaines connaissances, notamment sur connaissances de situation financière des collectivités territoriales, ce qui est peut-être pas anodin si vous passez le concours de l'EHESP, parce que peut-être que vous avez plus de connaissances en matière de finances sociales, etc. Mais c'est bien un sujet dans l'actualité, il faut bien travailler dessus, donc voilà, revoyez un petit peu le fond, et je vous recommande de prendre 2 rapports de la Cour des comptes, ou un seul des deux. Il y a les rapports sur les finances locales de la Cour des comptes, qui sont publiés en 2 tomes. Le tome 1, il fait l'analyse de l'année qui précède. Donc le tome 1 de l'année 2024, il fait l'analyse de la situation financière des collectivités territoriales en 2023. Et le tome 2, il fait l'analyse de la situation financière des collectivités territoriales pour l'année en cours. Donc prenez ces rapports et fichez-vous un petit peu les éléments de connaissance dedans, ou bien prenez juste le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques des finances publiques, qui doit comporter un ou deux paragraphes, enfin pas paragraphes, mais une ou deux parties sur les collectivités territoriales. Donc voilà, mais je dirais que le principal problème, c'est plutôt que vous êtes un peu en décalage avec ce qui vous est demandé, parce que vous ne répondez pas directement à cette question, et, vous parlez pas de la question de la responsabilité des collectivités territoriales. Et dire qu'il y a une responsabilité, c'est pas dire que c'est de leur faute, que c'est grave, que c'est pas bien ce qu'elles font. C'est juste trouver objectivement des éléments de diagnostic qui peuvent aider les décideurs publics par la suite à prendre des décisions sur ce sujet, et mettre en évidence aussi que, comme vous le faites, il y a des éléments qui tirent vers le haut ces dépenses, que ce soit le cycle de l'investissement, que ce soit l'inflation, que ce soit autre chose, les mesures de revalorisation. Voilà. Et par ailleurs, essayez de chiffrer un petit peu plus que ce que vous dites. Donc voilà. Ainsi, dans cet environnement budgétaire contraint et traversé par des crises multiples, l'ensemble des administrations publiques est orienté vers une réduction du déficit public. Les collectivités ont à ce titre une place entière à prendre dans ce mouvement d'ampleur. Ok. Donc faites attention à votre style, essayez de rester un peu plus sobre aussi dans le style. Même si, là c'est à la limite de l'administratif, à la limite du journalistique. C'est une frontière assez fine. Vous pouvez aller sur lacol.fr si vous voulez tester le nouveau module, pour voir ce que je considère comme étant journalistique et ce que je considère comme étant plus sobre. Voilà, mais c'est juste un coup de main à prendre, je dirais, pour pouvoir adapter vraiment la forme de vos copies à ce qui est attendu. Bien que d'ores et déjà sous le contrôle des pouvoirs publics, dans un objectif de respect des engagements européens, il apparaît nécessaire de conforter la place des collectivités territoriales dans le processus de pilotage des finances publiques. Alors, qu'est-ce qui est sous le contrôle des pouvoirs publics ? Et de quel pouvoir public ? De qui vous parlez en fait, et qui contrôle quoi ?
C'est pas totalement clair, mais bon, peut-être que ça le sera plus en lisant. Une autonomie de gestion financière qui se confronte aux contraintes contemporaines. Et là, qu'est-ce que vous proposez? Intégrer pleinement les collectivités dans la consolidation, la vision d'ensemble des finances publiques et le redressement des finances publiques, tout en préservant l'investissement local nécessaire au développement économique et à la transition environnementale. Ok, donc des instruments de maîtrise de la dépense locale. Faites des titres signifiants quand même, avec une phrase qui dit quelque chose, qui défend une idée. C'est important, surtout si vous êtes en notes, là en dissertation. Bon, ça peut passer, mais je suis pas archi fan non plus. Défendez vraiment des idées dans vos copies. Les collectivités doivent voter des budgets à l'équilibre ou excédentaire. Règle d'or de l'équilibre budgétaire. Alors, le budget à l'équilibre, c'est sur la section de fonctionnement. Par le biais de ses ressources propres, en fait, la règle d'or, c'est juste le fait qu'on ne peut pas avoir recours à l'emprunt pour financer les dépenses de fonctionnement. Donc les collectivités, dans une gestion responsabilisante, et interdisent les dérapages de crédit. Pareil, là, c'est un peu journalistique. Un double contrôle est effectué à la fois par le préfet sur l'approbation du budget et par le comptable public lors de l'engagement d'une dépense. Ok, ouais, c'est bien. Ça mange pas de pain de le dire. Alors les contrats dits de Cahors, même précédés en 2011 d'un objectif de dépenses des collectivités territoriales, collectivités territoriales des limites dans l'évolution de leurs dépenses. Oui, mais les contrats de Cahors, ils sont plus d'actualité. Ah oui, mise à l'arrêt pendant la crise sanitaire et face à l'opposition des locaux pourrait toutefois être mis en place pour les plus importantes collectivités dans le cadre du redressement des finances publiques. Bon, c'est dommage de parler de ça et de ne pas parler des mesures du projet de loi de finances pour 2025. Alors, je ne sais pas à quel moment a été produite cette copie, mais je crois que vous l'avez... oui, là, vous l'évoquez, donc il aurait fallu parler des instruments qui ont été mis en place dans le cadre du PLF 2025. Et c'est bien de parler de ce cadre juridique, mais malheureusement, c'est pas assez précis ce que vous dites, avec une petite confusion sur budget à l'équilibre ou excédentaire. C'est bien la dépense de fonctionnement qui est à l'équilibre ou excédentaire. Pour ce qui est de l'investissement, les collectivités peuvent s'endetter. Et ce qui contribue à dégrader le sol public. Et d'ailleurs, même si un budget est à l'équilibre sur le fonctionnement, il contribue à dégrader le solde public, puisque en fait, c'est des recettes qui ont en miroir des dépenses. Et donc ces dépenses, elles contribuent à la dégradation des finances publiques, même s'il y a des recettes. Une partie de ces recettes, en fait, c'est des transferts de l'État. Donc, in fine, dès qu'il y a dépenses, il y a dégradation du solde public. Sauf si c'est des dépenses de transfert, sauf si c'est des dépenses qui sont considérées comme des opérations financières. Donc voilà, mais je rentre pas dans les détails pour cette copie. Les ressources des collectivités et leurs évolutions. Pareil, là, faites des titres signifiants. En fait, l'idée, c'est pas de faire une fiche, de présenter vos connaissances dans une fiche, essayer de vraiment défendre une idée. Après, la suppression de la part salaire et de la taxe professionnelle, puis sa suppression totale. De manière générale, on a l'impression que vos connaissances, elles sont un peu datées. Parce que là, vous parlez de 2011, là, vous parliez d'un rapport de 2010, là, vous parlez de choses de 99. Donc, c'est bien d'avoir un peu cette profondeur historique, mais faut pas... en particulier sur la partie 2A, où en principe, on vous attend un peu plus sur des éléments d'actualité. Faut pas mettre de côté les récentes évolutions, surtout qu'il y en a eu beaucoup. Et par ailleurs, sont-elles responsables de la dérive des finances publiques ? Je pense qu'on parle de la dérive des finances publiques de ces dernières années. Donc faites attention à bien actualiser vos connaissances. Et pour ça, je vous recommande encore une fois les rapports de la Cour qui font assez bien le point sur la situation financière des collectivités territoriales. Même si vous n'apprenez pas tout dans ces rapports, essayez au moins de les comprendre. Juste de les lire, vous passez 1 heure avec un rapport et vous essayez vraiment de comprendre ce que dit la Cour dedans, les éléments de diagnostic qu'il y a,
Et vous, ça vous aidera pour construire vos dissertations derrière. Suite de la création de la contribution territoriale, la suppression de la CVAE et dernièrement la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale. Les produits de la fiscalité directe locale ont grandement été réduits au cours des 2 dernières décennies. Après, en fait, ces éléments de fiscalité, ils ont été compensés dans le fait. Le total des transferts par l'État a à ce titre évolué parallèlement, oui, ok, d'une fraction de TVA et de l'évolution de la DGF, même si le principe d'autonomie fiscale des collectivités avait été clairement écarté par le Conseil constitutionnel en 2009, il apparaît que les collectivités sont confrontées à une fiscalité qui leur échappe de plus en plus, qui réduit dès lors leur capacité à piloter réellement leur budget. Ainsi, bien que constitutionnaliser l'autonomie de gestion pourrait être questionné tant les ressources et les dépenses en partie inclinées par des orientations nationales. Attention quand même à ce que vous dites, parce que bon, déjà c'est pas une copie de l'INET, donc vous n'êtes pas obligé de défendre mordicus les collectivités territoriales. Par ailleurs, c'est pas, enfin, il n'y a pas non plus, les collectivités n'ont pas non plus connu une baisse drastique de leurs ressources. Les finances, elles ont quand même connu certains excédents en marge des contrats de Cahors, etc. Et puis à la suite de la crise sanitaire, il y a quand même eu pas mal de transferts qui ont été faits aux collectivités territoriales pour qu'ils puissent participer à la relance, etc. Donc attention à ce que vous dites, et puis encore une fois, là vous vous éloignez, je pense, un petit peu du sujet où on vous invitait à vous interroger sur le rôle, la participation des collectivités à la dégradation de nos finances publiques, leur responsabilité plutôt. Donc là, vous vous en éloignez un petit peu, j'ai l'impression, en vous interrogeant seulement sur la question de leur autonomie fiscale, qui est un sujet un peu différent. C'est pas, la question de l'autonomie fiscale, ça vous donne des éléments plus... je dirais que c'est plutôt une question démocratique que financière, même si ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des implications financières qui sont fortes. Mais la question de l'autonomie fiscale, c'est la question de à quel point les collectivités ont la main sur leurs ressources. Et ça fait partie du sujet, mais vous êtes à la limite là. Et donc cette partie, elle est un peu... Il y a de bonnes idées, mais encore une fois, j'ai du mal à les lier au sujet. Je pense qu'une manière dont vous auriez pu raisonner, c'est de vous dire... ok, je sais pas, en première partie, ok, les collectivités territoriales sont responsables, entre guillemets, ont une forme de responsabilité dans la dégradation des finances publiques. Néanmoins, leur marge de manœuvre quant à leurs propres finances à elles-mêmes, elles sont de plus en plus contraintes parce qu'elles ont de moins en moins de poids sur leurs propres ressources, et elles ont de plus en plus de contraintes sur leurs dépenses. Donc voilà, montrer que c'est pas non plus un cadre financier qui permet aux collectivités territoriales, on n'est pas non plus dans un cadre juridique qui permet aux collectivités territoriales de faire totalement ce qu'elles veulent sur leurs finances. Donc il y avait cette idée-là, je pense, en sous-jacent chez vous, mais c'est pas clairement exprimé. Et pour une copie de concours, en fait, le correcteur va se dire... le correcteur ou la correctrice, va se dire écoutez, vous n'avez pas tout compris, c'est pas trop actualisé, c'est plutôt de la récitation d'une fiche, je vois pas les éléments de réflexion personnelle dessus, du coup ça va pas voler très très haut en termes de notation. Mais voyons quand même la dernière partie de cette copie. Intégrer pleinement les collectivités dans la consolidation
de la vision d'ensemble des finances publiques et le redressement des finances publiques tout en préservant l'investissement local nécessaire au développement économique et à la transition environnementale. Bon, là vous auriez pu encore une fois faire un titre un peu plus signifiant avec un verbe d'action. Là votre verbe n'est pas conjugué. Intégrer les collectivités dans le pilotage de la baisse du déficit public, alors que le budget de l'État dispose d'une loi de finances et celui de la sécurité sociale d'une loi de financement depuis 1996, les collectivités ne sont pas pleinement intégrées au pilotage national des administrations. Il pourrait sembler pertinent d'intégrer les comptes locaux dans une loi de financement des collectivités. Ok, bon, je suis pas certain qu'il y ait une valeur ajoutée forte à ça. Et d'autant plus qu'on pourrait aussi s'exposer aux critiques de oui, c'est l'État qui pilote, c'est le Parlement qui pilote les ressources des collectivités alors qu'elles ont une autonomie financière, alors qu'il y a un principe de libre administration. Donc il faudrait voir dans quelle mesure c'est opérationnalisable et dans quelle mesure ça ne nécessiterait pas une révision de la Constitution. Par ailleurs, ça participe aussi à la fragmentation budgétaire, ce qui n'est pas forcément ce qui manque en France. Donc c'est un argument qui est un peu, pour moi, délié du sujet, et à la limite que vous auriez pu évoquer en ouverture, mais pas vraiment en termes de cœur de vos recommandations. Cour des comptes, à la suite de l'expérimentation de la certification des comptes locaux, a permis, par l'article 110 de la loi NOTRe de 2015, précisé qu'il était nécessaire de bénéficier de comptes publics locaux d'une meilleure fiabilité et sincérité pour intégrer au sein de l'ensemble des lois de finances et de financement afin de disposer d'une information sur laquelle projette, je sais pas ce que vous voulez dire là, de véritables hypothèses de gouvernance de la dette publique. Qui est par conséquent, si à ce stade il ne semble pas indiqué de créer une loi de financement ad hoc, il semble pertinent de fiabiliser l'information sur les budgets locaux. Pourquoi pas, mais ce serait quoi l'information que vous fiabiliseriez ? Et là, ça nous aide pas sur le pilotage de la baisse du déficit public. Là, vous êtes un petit peu à côté de la commande, je dirais. Optimiser les comptes publics par une maîtrise accrue de la dépense parallèlement au travail de fiabilisation des comptes. Ce rapport sur les finances publiques locales 2024. Ah bah ouais, vous connaissez ce rapport, donc faut le relire et puis vraiment vous appuyer dessus pour faire vos recommandations, enfin vos éléments de diagnostic et de recommandations. Enfin, même s'il y a moins de recommandations, c'est plutôt du diagnostic. Par les dépenses de personnel qui représentent un quart des dépenses de fonctionnement connaissent une forte croissance. À ce titre, la Cour recommande de revenir à un niveau d'avant 2010 afin de pouvoir dégager une économie de 4,1 milliards d'euros. Et comment on fait ? Là, il faudrait vraiment s'interroger sur les leviers. Concernant les achats de biens, de services, la Cour recommande de renforcer les mutualisations des circuits d'achat entre collectivités afin de pouvoir économiser. Enfin, la Cour insiste sur la nécessité de cibler davantage les investissements verts ou essentiels et les concours financiers de l'État attribués de manière plus sélective selon ce critère. Okay. En définitive, les collectivités sont des acteurs à part entière du redressement des comptes publics, elles ne sont pas là. Ouais. Mais qu'elles fassent l'objet d'une surveillance spécifique, il pourrait être toutefois nécessaire de renforcer leur intégration. Objectif de meilleur pilotage des finances publiques. Pourquoi pas ? Là, je comprends pas trop cette phrase. Est-ce qu'elles sont la cause centrale du redressement ou de la dégradation ? Il faudrait que cette phrase soit plus claire. Et par ailleurs, donc sur le B, moi je considère que cette partie, ça aurait peut-être eu sa place en ouverture ou en fin de partie de recommandation. Et sur ça, il faut être un peu plus détaillé sur les leviers que vous mobiliseriez. Par exemple, là vous parlez d'économies à dégager en matière de masse salariale. Vous auriez pu parler de mesures qui figuraient au PLF 2025. Vous auriez pu parler de la question des 1607 heures, des heures effectivement travaillées, etc., de la question de l'absentéisme au sein des collectivités territoriales. Donc vraiment préciser les différents leviers qui peuvent contribuer à la meilleure maîtrise des finances publiques par les collectivités territoriales.
Par ailleurs, sur les mutualisations, donner des exemples, s'appuyer sur le levier intercommunal, parler également peut-être du rapport, je crois que c'était le rapport Ravignon, qui parlait du coût du millefeuille territorial avec le coût de l'enchevêtrement de certaines compétences, donc peut-être une nécessité à plus long terme pour l'État de rationaliser les différentes compétences des collectivités territoriales. Et enfin, à la fin de la lecture, je pense qu'on est quand même assez insatisfait parce que vous répondez vraiment pas à cette question. Vous parlez plutôt de comment faire participer les collectivités territoriales au redressement des comptes publics, ce qui est une partie du sujet, mais ce qui n'est pas tout le sujet. Et je vous renvoie à ce que je vous ai dit précédemment, mais je trouve que cette copie, il y a de bons éléments de connaissance. Donc vous avez plein de petites billes, plein de petits fils à tirer. Néanmoins, vous répondez pas directement à cette question, ce qui est un peu embêtant parce que c'est sur ça que vous perdez le plus de points. Deux, il y a certaines connaissances qui sont pas trop actualisées, qui sont pas trop mises en perspective par rapport au sujet. Et trois, je dirais qu'il y a peut-être des problèmes encore de forme, tant sur la formulation des titres, sur la relecture, sur la formulation de certaines phrases, le style adopté dans certaines phrases. Et donc ces trois facteurs, même si j'essaie de vous faire un retour assez ramassé, font que la copie va avoir une note qui va pas trop décoller. Ce sera noté entre, je pense, 9 et 11 en fonction de la qualité du paquet de copies. Et moi j'aurais mis peut-être entre 9 et 10 sur cette copie, même si je pense que avec peut-être des améliorations très ciblées, et notamment, la principale amélioration ce serait de retravailler le plan pour vraiment répondre à la commande et à la question. Vous auriez pu, avec votre niveau de connaissance, je pense que vous auriez pu accrocher un 12 assez facilement. Donc c'est une copie qui est assez frustrante, mais qui comporte néanmoins des éléments d'apprentissage pour vous. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à identifier les différents leviers sur lesquels vous pouvez améliorer votre copie. N'hésitez pas si vous avez des questions, des retours à me faire. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient m'envoyer un sujet, je vous invite à me contacter par mail à l'adresse que vous trouverez en commentaire. D'ici là, je vous souhaite bon courage dans votre préparation et puis je vous dis à très bientôt.